Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest mother on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 317e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage pour faire le point sur l'état du MMA en France 5 ans après sa légalisation. Avec moi cette semaine pour en parler, mon partenaire habituel du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord du ring, coach de pied-point et de boxe anglaise. Sa série Baba Versus à retrouver sur YouTube et commentateur pour RMC Sport, notamment des One Friday Fights. Comment ça va mon Baba Diag? Salut Alex, salut tout le monde, ouais ça va super et super content de faire cette émission parce que 5 ans c'est bien, c'est une bonne date pour un bilan. Ouais, exactement, le petit a commencé à grandir déjà, donc on peut commencer à faire un premier bilan. Ouais. Et on est ravis d'accueillir, parce qu'il fallait pour cet épisode et pour parler de tout ça, le DTN adjoint à la Fédération Française de Boxe en charge du MMA via la MMAF. En gros, pour l'instant, le patron du MMA en France, on pourrait le dire comme ça. Monsieur Lionel Brézelfin, comment ça va? Ça va, merci à vous pour l'invitation et vraiment content d'être avec vous. C'est avec plaisir, on sait que tu reviens d'un championnat d'Europe avec une belle moisson à Belgrade, donc il y a le sourire aussi puisque l'équipe de France a brillé au championnat d'Europe IMAF. On va parler de tout ça dans cette émission spéciale MMA en France. On en est où? Le petit a bientôt 5 ans et il a déjà bien grandi. S'il a été un des derniers pays à légaliser le MMA en compétition, la France a vite pris la vague d'un sport devenu un phénomène depuis quelques années. Mais où en est-on 5 ans après cette décision qui a tout changé? Le développement du sport va-t-il dans le bon sens chez les amateurs comme chez les pros? Quelques jours après les championnats d'Europe amateurs où la France a brillé, le RMC Fighter Club fait le point sur le MMA en France avec son responsable Lionel Brézelfin, DTN adjoint à la Fédé de boxe en charge du MMA. Il est souvent décrié, il est même interdit en France. Le MMA vient de gagner en légitimité. Là vraiment, voilà, il y a des gens qui vont nous suivre, qui vont être avec nous. Ça va prendre encore plus d'ampleur. Je vais pouvoir avoir l'opportunité de combattre devant ma famille, devant mes amis, devant les fans, parce qu'il y en a beaucoup en France. L'UFC va nous aider à construire des infrastructures, va nous aider à développer la télévision, va permettre à l'État français de gagner, de mettre de l'argent de côté. Salut à tous, c'est Manon Fiorot, ça y est, c'est officiel, je vais combattre pour le titre à l'UFC 315 à Montréal et j'ai trop hâte d'y être. Et merci à Flavien Zolkowski pour cette petite prod terminée avec Manon Fiorot qui sera la prochaine à disputer un titre incontesté à l'UFC. Ce sera le 10 mai à Montréal, une grande date pour le MMA français. Lionel, on va en reparler un peu dans l'émission. Je parlais d'abord, on va commencer par l'actualité chaude. Je parlais de ces championnats d'Europe à Belgrade, c'était la semaine dernière. Oui. T'en rentres tout juste. T'étais dans le staff avec Aldric Cassata notamment qui était le coach. Belle moisson, 7 médailles, 3 en or, c'est ça? On est d'accord? Landouzi, Mastouri, Bellorian. C'est ça. Argent pour Amouche et Ndao et bronze pour Muri, Sebastiani. C'est ça. Donc il y a des juniors, il y a des seniors, il y en a 2 chez les juniors et 5 chez les seniors, je dis pas de bêtises. C'est ça. C'était la moisson que t'attendais? C'était le nombre de médailles attendues et le responsable de la FMMAF est satisfait des troupes? Oui, on est très satisfait du travail produit et des résultats obtenus. On avait fait 8 médailles au championnat du monde sur 12 inscrits. Donc l'idée pour nous, c'est d'avoir le meilleur ratio entre nombre d'inscrits et nombre de médaillés. Donc là, on est bien. Un combattant qui t'a le plus impressionné que les autres dans la Team France? Moi, je t'avoue, personnellement, je l'attends depuis longtemps parce que je connais son talent. Kalim Mastouri, c'est quelque chose. Kalim Mastouri, effectivement, gros travail avec un game plan super malin. Je veux dire, le travail aussi réalisé par Aldric, qui a une bonne connaissance du milieu amateur et de ce qu'on produit en amateur, ça porte aussi ses fruits. Et aussi la performance de Alan Landouzi, qui nous a fait des combats très malins en s'appuyant sur sa lutte avec des adversaires qui avait aussi une boxe bien posée. Donc le travail d'Alan aussi, vraiment à saluer. Landouzi qu'on connaît sur RMC Sport parce qu'on a passé son combat à Hexagone. C'était il y a quelques mois contre Paul Dena. Il y a eu, dernier petit point sur ces championnats d'Europe, là, on a cité une des médailles d'or, Sargis Bellorian, c'était chez les poids lourds. Son adversaire, en finale, le Géorgien, a refusé de monter dans la cage. Il a eu une crise d'angoisse et de panique. Est-ce que tu peux nous raconter ça, toi qui étais sur le bord? Parce que c'est un truc presque de série. D'ailleurs, dans la série La Cage, il y a exactement cette scène-là. Donc, tu vois, c'est plus un truc qu'on imagine un peu romancé, mais ça s'est vraiment passé là. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Ouais, ça s'est vraiment passé. On était en zone de warm-up, donc eux, les Géorgiens, s'étaient isolés pour travailler des techniques.
Et donc on les voyait plus, ils étaient très très motivés, un peu dans la provocation même. Donc en fait, Sargis était très content de pouvoir réaliser répondre à le cette combat. provoque. Voilà. Ouais. On était coin bleu, donc on est rentré en premier dans la cage. Et après, il y a une espèce de temps de flottement. Et puis on a observé justement les Géorgiens qui tardaient à rentrer. Ils ont fait venir le médical. Il a commencé à tituber et au final, ils ont choisi de ne pas faire le combat en fait. Donc frustration pour Sargis qui souhaitait vraiment, vraiment combattre et puis vraiment quelque chose de complètement décalé par rapport à l'attitude dans les vestiaires. Après, je l'ai vu aussi en vidéo un peu chambrer l'adversaire sur ça. Je comprends mieux quand tu me dis qu'il y a eu de la provoque, il y avait l'adrénaline aussi de tout ça. Par contre, ça ouvre un débat que je trouve intéressant, c'est l'accompagnement psychologique des combattants, parce que ça arrive, on vient de le voir en concret. Est-ce qu'il y a des choses mises en place à la FMMF pour ça, tu vois, même peut-être des numéros que les combattants peuvent appeler. Enfin, est-ce que vous avez mis des choses en place par rapport à tout ça ? Alors, ça fait partie de l'encadrement sur la performance des athlètes. À l'heure actuelle, on n'a pas de choses déjà faites. L'avantage d'être rattaché à la fédération de boxe, c'est qu'il y a un réseau de préparateurs mentaux et de coachs mentaux à l'INSEP, qui sont des professionnels agréés et certifiés. Et le cas échéant, si on en a besoin, on sait que c'est un réseau sur lequel on pourra s'appuyer. Ça nous rappelle quand même, Baba, que c'est des sports, que c'est pas un jeu. On le dit souvent en boxe comme MMA, c'est pas un jeu. Et le mental, il est très important aussi, au moins autant que le physique. Non seulement ça rappelle que c'est pas un jeu et que c'est des choses qui arrivent régulièrement. Moi, en tout cas, ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. C'est des choses que j'ai vues plein de fois, pas une seule fois, pas 5 fois. Je l'ai vu plein de fois arriver. Hein. Des fois, c'est dans le vestiaire, des fois, c'est juste avant, des fois, c'est avant d'arriver dans le vestiaire, mais ça arrive souvent. Donc c'est quelque chose de réel et puis surtout ça remet l'église au milieu du village. On peut faire beaucoup de choses et on va y revenir tout à l'heure. Il y a aujourd'hui on est dans un monde très différent en 2025 de ce qu'était le monde quand le MMA est né et quand il a proliféré à l'étranger. Et voilà, on peut faire beaucoup de choses, on peut faire beaucoup de gesticulations entre guillemets, mais il faut monter dans la cage. On reste sur ce MMA amateur, Lionel, parce que globalement, la France brille assez sur la scène amateur aux IMAF, championnat d'Europe, championnat du monde. Il y a une grosse scène amateur chez nous, avec des cartes amateurs qui sont diffusées à la télé, à commencer par RMC Sport. Il y a les MMA League, mises en place par la FMMAF pour développer ce circuit national des amateurs qui mène à l'équipe de France. C'était une volonté dès le départ. On sait qu'en France, on a cette tendance à être très porté vers le sport amateur. C'est l'olympisme, c'est aussi tout ce qu'il y a derrière tout ça. C'était ta volonté, toi, dès le départ, et la volonté des équipes de la FMMAF de développer une vraie scène amateur ? Non, on pensait que la scène amateur allait se développer comme elle l'a fait en Angleterre, avec beaucoup de promotions amateurs de bonne qualité, comme le BCMMA, comme ce que fait le Cage Warrior. Warrior Academy, voilà, des choses comme ça. Donc il y avait déjà des choses, nous on allait combattre, on emmenait des combattants sur ces éléments-là, et c'était de bonne qualité. Et je pensais qu'on allait avoir la même dynamique en France. On n'a pas eu du tout cette dynamique-là. On a commencé à avoir du matchmaking, beaucoup de matchmaking. On a commencé à avoir des choses qui étaient payantes avec des frais d'engagement. Et c'est là qu'en tant que fédération, pour une bonne diffusion et aussi dans un principe d'équité, en fait, la MMA League a été créée. L'idée, c'est de laisser l'amateur dans ce qu'on appelle les ligues ouvertes. Donc une ligue ouverte, c'est ce qu'on va observer au foot, au basket. C'est-à-dire que n'importe quel club participe à un championnat. Il peut y venir. Il n'y a pas de compétences spécifiques attendues, excepté le grade vert. Mais c'est ouvert à tous. Et après, ça laisse l'opportunité aux pros de rester, eux, en ligue fermée, où c'est des rosters fermés, et là, c'est eux qui déterminent qui sera dans le roster. Mais au moins, ils font leurs armes en amateur sur un principe d'équité, et l'objectif était d'avoir les meilleurs Français et la meilleure représentation, donc n'importe quel club. Et c'est intéressant de voir le classement des clubs aussi. C'est-à-dire, quel est le meilleur club de France ? On a un classement, et en fonction du nombre de points collectés par la team, on a ce classement. Et l'idée, c'est d'avoir peut-être le Fighting Beat. On le voit, il est très bien classé alors qu'ils ne sont pas très gros. Et on a des très grosses maisons qui sont 5, 6 ou 7e en fait. C'est intéressant. Il n'y a pas d'équivalent forcément pro-amateur en fait, voilà, sur la qualité des athlètes qu'on propose. Elle est unique, on l'a souvent dit avec Baba ici, c'est unique ce que la France a sur la scène amateur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit des gens à 0-0 en pro, être sur les réseaux sociaux, chambrer les mecs, faire des call-outs. Il y a côté, je suis une petite star déjà. Je l'ai dit tout à l'heure, on a un Landouzi Dena, c'était sur le poster d'Hexagone en direct sur RMC Sport en ouverture de carte principale. Il y a des moments où tu es gêné de voir ça. Tu vois, quand tu vois un Dena Landouzi qui prend le pas en fait sur les combats pro ce soir-là à l'Hexagone au Zénith de Paris, le patron de la FMMAF, il met un peu les freins à se dire peut-être qu'on va trop vite des fois chez les amateurs. Alors
Le MMA, depuis qu'on a le projet, il oscille entre spectacle et sportif. Ça, on peut rien y faire. Et donc, c'est à nous, en tant que fédération, de faire bouger ce curseur. Parfois, on est vraiment beaucoup dans le spectacle. Et à ce moment-là, effectivement, c'est pas forcément ce qu'on attend, puisque nous, on est vraiment sur le champ sportif. Mais en fait, on peut pas le nier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait partie de l'activité. C'est ce qui fait qu'elle est vue. C'est une activité qui est beaucoup plus vue que pratiquée, comme le serait, par exemple, le foot. Et en fait, il faut pas nier que... peut-être que cette visibilité-là, elle permet aussi de ramener des compléments financiers à ces athlètes, de faire vivre les organisations qui, après, ça fonctionne aussi avec les clubs. Donc, en fait, aujourd'hui, si on enlevait ce côté un peu chaud, peut-être que ça ferait un MMA un peu terne. Maintenant, il faut faire en sorte de rester quand même dans un cadre respectueux. On a eu des débordements en début de saison, donc la sonnette d'alarme a été tout de suite tirée, donc on a su... parler aux différents protagonistes, où que ce soit. On a parlé au club, on a parlé aux organisateurs pour un peu, mettre la pédale douce là-dessus, parce que justement éviter les dérives, quoi. Intéressant, j'allais y venir plus tard, mais on est dans ce débat-là, donc on va y venir. Baba, si tu avais quelque chose à rajouter. Justement, pour compléter ton propos du début, est-ce que c'était dans cette idée-là aussi, quand vous créez la MMA League, de créer une vraie frontière entre l'amateur et le pro? Parce que justement, si tu es un observateur extérieur au MMA, t'es pas un pratiquant, t'es pas dans la sphère, et que tu vois ça, tu vois pas de différence entre l'amateur et le pro. Est-ce que la MMA League, elle sert à ça? Et puis elle sert aussi à protéger les combattants, parce que sinon tu rentres dans le circuit privé, comme tu l'as dit, et tu vas avoir du matchmaking qui peut être très défavorable pour certains. Ouais, tout à fait, elle sert typiquement à ça, c'est-à-dire c'est proposer un environnement qui soit sécurisé et compétitif pour nos amateurs, et que ce soit l'antichambre du pro pour qu'on ait des pros le plus performants possible. Avec Aldric, on revenait sur la performance d'Axel Sola qui fait médaille d'argent au championnat du monde, et on avait pris un Américain qui avait déjà 20 combats. Ouais. Axel, il en avait 4, et c'était les 4 combats qu'il avait menés jusqu'à la finale. Et dans la cage, il me regarde, il me dit il a 20 combats. Je dis ouais, et en fait, on se rendait compte qu'à l'époque, on avait des pays, notamment Suède, Finlande, même États-Unis, où tu avais 20 combats amateurs, et après, ça passait pro, alors que nous, on allait trop vite en pro. Donc l'idée, c'était d'avoir des pros de bonne qualité, et pour moi, c'est une écologie. C'est-à-dire qu'on va faire travailler nos amateurs qui vont devenir des pros performants, et ces pros performants vont alimenter justement les organisations, et avec un principe aussi de réversion, ça va faire vivre les clubs qui vont former de nouveaux amateurs, etc. Donc pour moi, c'est une sorte de cercle, un cercle vertueux. Et là, l'ambition sur les saisons à venir, c'est de préparer la transition entre l'amateur et le pro, avec, comme je l'avais évoqué, possiblement une draft ou quelque chose qui permette de sécuriser peut-être les 2 premiers combats pro avec des contrats cadres, de sorte à ce que l'amateur, avant qu'il quitte le monde amateur, il sache quelles sont les bonnes pratiques pour aller en pro, et ensuite, libre à lui de choisir l'organisation, et libre aux organisations aussi d'être assez transparentes là-dessus. Tu peux élaborer un peu ce concept de draft? Ça m'intéresse. L'idée, c'est d'avoir les organisations qui, d'une main, sont classées, aussi en fonction de leur implication, en fonction du nombre d'événements réalisés, en fonction aussi de la proportion d'amateurs, en fonction aussi du nombre de féminines, et donc ça te ramène un certain nombre de points, et c'est ces points qui vont créer une priorité dans la sélection des éléments à drafter, c'est-à-dire faire une draft un peu hybride, où en fait les meilleurs Français, à l'issue d'un certain nombre de combats, seraient éligibles à cette draft, et permettre seulement 2 combats en pro, donc ce seraient les 2 premiers combats pro selon les organisations, et l'organisation avec le plus de points aurait le premier choix. D'accord, donc on va dire n'importe laquelle des orgas est numéro 1, il y a cette liste, et elle peut choisir si elle veut un de ces éléments pour faire ses 2 premiers combats pro chez elle. Voilà. Donc intéressant, ça change la façon de faire, en fait. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, bien sûr, à développer, à creuser. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Moi, pareil, si tu veux, pour moi, là où le bas peut blesser, c'est la capacité pour un combattant de MMA de choisir lui-même et en son âme et conscience quand est-ce qu'il décide de passer professionnel, tu vois, et de le faire dans une grosse organisation. Alors après, tu peux avoir du matchmaking favorable, on est autour de la table, on va pas se mentir, on connaît le milieu, évidemment, mais il y a quand même des dangers. Et ce que tu dis, je trouve que c'est un premier très bon volet, mais est-ce que tu penses que vous pourriez même aller plus loin et avoir une incidence relative, en tout cas, sur le choix que les clubs ou les combattants feraient de passer professionnel? Par exemple, en Muay Thai, à l'époque, après, je te dis pas que attention, le Muay Thai surtout, je dis pas que c'est la meilleure des solutions, tout le monde le sait, mais c'est vrai qu'on pouvait pas passer classe A comme ça. On avait besoin d'un certain point, classe D, classe C, classe B, puis ensuite on passait classe A. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est possible de faire
à un certain degré dans le MMA. C'est fait, hein, depuis qu'on a lancé le circuit amateur. Auparavant, il fallait 6 combats pour passer pro. Désormais, il en faut 10. Et avec Johnny, on va sortir le deuxième et dernier volet de la codification technique. Donc Johnny Frachet. Johnny Frachet, voilà, Monsieur Frachet. Et donc, on va lancer le deuxième volet de la codification technique et il faudra le grade technique marron. Donc, ça veut dire qu'on va s'assurer d'un certain niveau technique et d'une certaine expérience sur le circuit amateur qui, là, est passé à 10. Ouais, nombre de combats plus capacité technique. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok, je voulais juste ajouter pour compléter, parce que peut-être que sur tes propos en termes de draft ou en termes de sélection de combattants pour passer pro, ça peut paraître bizarre à certains auditeurs, mais le Japon fait ça, par exemple. Le Japon fait quelque chose de similaire. Tu peux pas passer pro comme ça. C'est comme si tu devais passer un diplôme. Pour passer de amateur à pro, au Japon, c'est comme ça que ça fonctionne. On en a parlé dans notre dernier épisode de débrief de Tenshin Nasukawa, l'ancien star du pied-point, qui pour passer pro en boxe anglaise a fait. En plus, c'était assez, on va dire, différent des autres parce que lui, il était tout seul. D'habitude, il le passe à plusieurs. Et là, il était tout seul face au cadre de la Japan Boxing Commission et il devait prouver, malgré que c'était une des plus grandes stars du pied-point, devait prouver qu'il savait un minimum boxer pour pouvoir passer pro en anglaise, quoi. Voilà, donc c'est quelque chose qui existe dans un pays à forte dominante martiale, évidemment, on le sait tous. Donc c'est quelque chose qui est, à mon sens, faisable. C'est une très bonne chose que tu expliques, je pense. En tout cas, merci. Lionel t'ouvrait tout à l'heure, t'en parlais de cet incident en début de saison, donc on va clairement le nommer, c'était le PEF5 à Lille, avec la fin de ce main event, Walid Kandia, Maïdine Bouafia, et la bagarre générale avec des gens du public qui rentrent. On était diffuseurs. Je ne vais pas te cacher, on n'était pas très content de ce qu'on voyait à l'écran. On a même des gens d'RMC Sport qui ont été pris un peu dans les mouvements de foule. Moi, je l'ai toujours dit, le vélo, depuis 1998, il doit être plus blanc que les autres sur le dopage. C'est comme ça parce qu'il a été visé comme ça depuis longtemps et c'est peut-être salaud entre guillemets parce qu'il y a d'autres sports aussi où le dopage est un vrai problème, mais c'est la réalité. Et je pense que le MMA est beaucoup plus durement que les autres sports jugés sur ce genre de choses. Parce qu'on vient d'un sport qui a été interdit pendant longtemps, qu'on disait que c'était des combats de chiens en cage, qu'on disait que c'était, et encore pire que ça, et vous le savez aussi bien que moi au bord de la table. Donc je pense qu'on doit laver plus blanc que blanc sur ces trucs-là et que c'est problématique chaque fois que ça arrive, plus que dans d'autres sports. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et qu'est-ce que vous avez mis en place derrière ça? Est-ce que toi, tu as pris ton téléphone et tu as appelé les différents protagonistes, c'est-à-dire plus jamais ça les gars? Oui, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en tant que fédération, c'est vrai qu'on n'est pas forcément dans l'exposition, mais ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas en fait. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup dans l'ombre. C'est pas forcément un choix, mais de toute façon c'est comme ça. Mais effectivement, moi j'ai eu un peu tout le monde au téléphone. L'idée c'est pas forcément de sortir tout de suite le bâton de la sanction. C'est pas ce qui a été proposé depuis le début. Par contre, c'est de valoriser ce qui est bien fait et de mettre en lumière ce qui est bien fait. Mais le caractère répressif ou la sanction, c'est ce qu'on utilisera en dernier recours. Je pense que si un jour ça va trop loin, vous pouvez aller jusque-là. Oui, bien sûr. C'est tout à fait dans nos prérogatives et notre capacité. Et le choix de ne pas le faire, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est que c'est un choix de logique entre guillemets. Donc, en parlant avec l'organisateur, effectivement, on a vu qu'ils avaient un dispositif qui était prévu. Il y a eu des débordements et ça a été corrigé. On a fait comme un retour d'expérience sur ce qui s'est passé. J'ai eu aussi le RMC, donc le diffuseur, pour qu'on en discute, parce que ça entache aussi l'image du MMA et tout le monde en était pleinement conscient. Et pour les événements qui ont suivi, ils ont opté pour un travail différent, aussi bien en termes de communication qu'en termes de sécurité, en fait. Mais par exemple, les MMA League, on a systématiquement, nous, une équipe de sécurité depuis les championnats de France, et c'est ce qui est demandé dans le cahier des charges, et les conditions de sécurité, elles sont vraiment évaluées, mais il faut qu'elles soient justement évaluées. En tout cas, tu disais dans ta réponse, tu parlais de l'image. On est d'accord que le MMA doit laver plus blanc que blanc à ce niveau-là. Plus que d'autres sports, je pense. Pour l'instant, j'ai pas vraiment cette impression. C'est-à-dire que pour nous, le cadre le cahier des charges, en fait, il se suffit à lui-même. On a fait un cahier des charges avec un dispositif médical déterminé et un dispositif de sécurité comme on le ferait avec, si on réfléchit un petit peu sur ce type de sport, en fait. Mais on va pas faire le mieux et l'ennemi du bien. Donc, en fait, ce qu'on fait, je trouve qu'on le fait déjà bien. On peut avoir des débordements, comme il peut y avoir sur un match de foot, alors qu'ils ont beaucoup plus d'expérience que nous. Mais pour autant, on va pas être dans le zèle ou dans l'excès, si tu veux. Baba, est-ce que tu as un point à rajouter sur tout ça avant qu'on passe sur le point global de où on en est? Non, je pense que ce qui s'était passé à ce moment-là et toutes les discussions qui en avaient découlé, c'était plutôt intéressant dans le sens où moi j'ai bien aimé l'attitude. En fait, ce qu'il faut observer toujours après ce genre de débordement, c'est l'attitude derrière, tu vois. Si tu avais eu des organisateurs qui étaient dans la revendication,
à la McGregor ou n'importe quoi. Ouais, bah c'est comme ça. Ou à la Dana White, tu vois, qui aime bien lui te dire c'est comme ça, tu comprends, c'est le sport qu'on fait. Ça peut arriver. Ils ont mis Strickland et Duplessis à une place d'écart dans les tribunes. Tu sais que tu veux provoquer quelque chose. Ils savent ce qu'ils font. Hein. Non, là, moi j'ai beaucoup aimé la communication derrière, déjà la communication au niveau des organisateurs, de dire voilà, c'est vrai que c'est des choses qui arrivent. Nous, on avait un service de sécurité en place. Il y a eu un débordement, et nous on le sait, hein, puisque gros big up à Arnaud, je sais qu'il nous écoute, notamment, qui avait un petit peu subi ça. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver, ça c'est vrai. Ça arrive aussi dans d'autres sports. Ouais, maintenant, il ne faut pas que ce soit la réponse finale. Faut pas dire comme ça arrive chez les autres. Tu le sais, Baba, parce qu'on en avait parlé. C'est que moi, à ce moment-là, quand j'avais entendu des gens dire mais il y a des bagarres des fois en rugby ou en foot, je dis, les gars, on est plus observés, quoi qu'il arrive. Et il y a des gens qui vont profiter de la moindre truc pour taper bien fort comme il faut avec le marteau sur le MMA parce qu'ils ont envie de taper sur le MMA. C'est vrai. Mais ceci dit, ces gens-là, dans un premier temps, il faut leur répondre qu'il y a un cadre qui existe. Ouais. Le cadre, il est là. C'est pas comme si on était en 1993 et que c'était du Ultimate Fighting. Il y a un cadre. Et le cadre, il peut être dépassé dans n'importe quelle couche de la société. C'est la première chose. Donc c'est vrai qu'on est plus observé. Mais à chaque fois qu'on nous dira ça parce qu'on est plus observé, il faudra répondre, nous avons un cadre qui est respecté 99,9% du temps. Il peut y avoir un débordement. Oui, bien sûr, et ça arrive, hein, je suis d'accord. Je ne donne pas de leçons là-dessus, ça arrive c'est pour ça, mais à tous les pans de la société, il peut y avoir des débordements. Ils feront la remarque, mais à mon sens, en tout cas, c'est ce qu'il faut répondre. Et puis, je trouve que la non-communication publique de la Fédé, mais plus en privé, avec les partenaires pour gérer, c'est la meilleure réponse. Parce que sinon, on est dans la surenchère. Ouais, bien sûr. Et là, on n'est pas bon parce que, en fait, tu vas donner à manger à ces gens-là. Tu mets des pièces dans le jukebox. C'est des gens qui auront toujours faim. Tu pourras jamais les rassasier. Donc, tu vas dire ça, ils vont te dire ça. Tu vas dire B, ils vont te dire C. En fait, on gère les problèmes en famille, entre guillemets. On met en place des choses pour la prochaine fois. Et puis tout va bien se passer. Et il y a eu une organisation derrière, et il y a eu zéro problème, tu vois. Donc c'est top. On passe sur le point global, Lionel, sur le MMA en France. D'abord, il y avait un point intéressant, parce que c'est la dernière fois que tu étais venu dans l'émission, ça devait être il y a 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Et tu m'avais dit, la logique et tout ce qu'on prévoit depuis 2020 et depuis le départ, c'est que post-Paris 2024, la fédération devienne indépendante. Parce que le MMA, je pense, c'est un sport assez fort aujourd'hui en France pour mériter sa propre fédération. T'es toujours affilié à la fédération de boxe aujourd'hui. Pourquoi ça n'a pas encore bougé? Parce qu'il y a eu les élections fédérales en boxe en décembre, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'est prévu là, tout de suite là? Est-ce que ça a été repoussé? Pourquoi il n'y a pas encore de fédé indépendante? Alors, on est toujours sur la feuille de route. Donc, pourquoi on n'a pas de fédé indépendante? C'est en discussion là avec le ministère. Aujourd'hui, la gouvernance de la fédération de boxe souhaite que la transition se fasse de la meilleure des manières. Effectivement, les renouvellements de ce qu'on appelle les délégations, c'est tous les 4 ans, donc c'était à la fin des Jeux. Il y a eu le renouvellement de délégation pour le MMA, et à l'issue de ça, une conversation est entamée avec le ministère pour qu'on trouve, entre guillemets, le meilleur mode de gouvernance et la meilleure transition possible. Et c'est la raison pour laquelle ont été lancés ce qu'on appelle les ETR, les équipes techniques régionales, en janvier, où désormais on va avoir des interlocuteurs en région. Dans chaque région. Donc on a 15 ETR qui sont montés. Et c'est ce qui manquait aussi un peu au projet, c'est que le ministère avait des curiosités sur justement la représentation sur les territoires, dans les différentes régions. Aujourd'hui, avec le fait qu'on ait les ETR, qu'on ait nos performances sur le haut niveau, qu'on ait la gestion des pros, qu'on ait le développement, les formations, en fait on a tous les étages de la fusée. Toutes les cases, elles sont cochées. Toutes les cases sont cochées, et on a, petit scoop, on a la reconnaissance sportive de haut niveau. Okay. Donc ça veut dire qu'à partir de 2025, là, de septembre, on va pouvoir placer des athlètes sur liste, donc les athlètes des collectifs nationaux, donc des équipes de France, et on aura le statut sportif de haut niveau. Donc des aides, donc des choses comme ça. Aides, ça a l'air qu'un détail pour nos auditeurs, c'est hyper important. J'allais dire petit scoop, mais c'est un gros scoop, ça. C'est un gros scoop. Grosse information très importante. Et donc ça veut dire c'est déjà la confiance que le ministère a aussi dans le projet, parce qu'on aura quand même eu la reconnaissance haut niveau en 5 ans, ce qui est quand même exceptionnel. Et maintenant, effectivement, il faut qu'on arrive à mettre en place et proposer une gouvernance qui soit cohérente et qui permette justement de poursuivre le projet. C'est mérité, hein, on est d'accord. Enfin, c'est un sport qui doit être les sportifs doivent être des sportifs de haut niveau. Oui, non, mais ça, de toute façon, sur le sport, il y a aucun doute là-dessus. Je pense que tout le monde le sait. Moi, là où je suis admiratif de la chose, c'est que tu sais que je viens du pied-point. Voilà. Tu as tout dit. Un silence qui dit beaucoup. Donc c'est encore une fois un gage de bon travail. Tu vois, sincèrement, le ministère, je pense pas qu'il donne ça juste comme ça. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas juste pour contenter quelqu'un. C'est parce que le boulot il est fait. Il y a des preuves de bon boulot. Donc ça veut dire que ça tire dans le bon sens. Maintenant, toi qui bosses déjà avec la Fédération française de boxe depuis un certain temps. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est au quotidien, est-ce que tu te sens sous tutelle ou est-ce que tu te sens relativement libre des décisions que tu peux
apporter pour améliorer, en tout cas pour driver le MMA? Là, ce qui est bien, c'est que j'ai la confiance, moi, du président Nato. Donc, c'est-à-dire que sur le projet MMA, on sait à la fédération de boxe, il y a une grosse expertise sur la boxe, mais par contre, ils savent bien que, par exemple, l'environnement MMA, pour eux, c'est totalement nouveau. Donc, en fait, il y a des choses qu'on arrive à faire, mais qui ne fonctionnent pas du tout comme ça en boxe. Mais le président me laisse faire parce qu'il a confiance dans le projet. Après, les élus, eux, c'est eux qui signent toutes les lignes et tout ce qui est budget, en fait, et tout ce qui est financier. Donc voilà, il faut et c'est normal qu'on justifie de nos actions, etc. Mais on a quand même une liberté d'action qui est confortable en fait. On n'est pas contraint en fait par un cadre ou par une perception. Ça c'est bien. On peut parler de république autonome quoi. C'est ça. Et si tu avais je sais pas si tu l'as en tête, mais un timing à peu près pour qu'il y ait une fédé indépendante, tu dirais ça quand toi? Aujourd'hui, c'est très difficile à lire. C'est dur. La feuille de route, elle a été rédigée jusqu'en 24. Et là, ça va dépendre de quelle manière on arrive à constituer les éléments d'une gouvernance qui puisse être stable. Donc, effectivement, on dit que le MMA se développe. Moi, je suis quand même c'est mitigé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vient de dépasser le mois dernier les 10 000 licenciés. On va rentrer là-dedans. 10 000 licenciés, c'est pas du tout. Ça reflète pas du tout parce que aujourd'hui, les structures ont choisi de ne pas prendre de licence loisirs. Mais quand moi je vais au ministère et qu'on me dit vous êtes en plein boom, vous avez combien de licenciés, le ministère il lit qu'à partir du nombre de licences. Donc je dis on est 10 000, mais 10 000 on est moins que la pétanque, le bridge et les fléchettes. Sport comme tu disais, quand même beaucoup plus vu que pratiqué en fait. Vraiment, je suis super content que tu en parles. De toute façon, Alex elle aborde le sujet, mais c'est important parce que justement, moi je trouve qu'on utilise beaucoup de superlatifs pour parler du MMA en France, que c'est en explosion, on utilise vraiment des mots importants. Parce qu'il y a des grosses organisations, que ce soit françaises ou étrangères. Mais quand le MMA a été légalisé, et moi tout de suite on parlait d'UFC, on parlait de Bellator, on parlait d'organisations pour les combattants pro, moi je leur disais, le sport il est gros que par son nombre de licenciés, par son nombre de pratiquants officiels en France. C'est pas le haut de la pyramide, c'est la base de la pyramide. Moi c'était cool le dernier UFC Paris, parce qu'on avait 9 Français, ok. Mais les premiers, il n'y avait pas autant de Français que ça. C'est parce qu'on a de plus en plus de combattants de haut niveau. C'est pas ce qui m'intéressait d'avoir une organisation internationale qui vienne faire des combats internationaux en France. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir, comme tu le sais, des chocs franco-français. Pourquoi ? Parce qu'on a vu les gars monter de amateurs jusque pro, ils se sont suivis, etc. Donc, tu as répondu à une partie de ma question pour savoir déjà à quel point on est gros en France. Et en fait, on n'est pas si gros que ça. Non. Ça, c'est clair. Maintenant, est-ce que vous avez des perspectives d'évolution ou plutôt pour attirer de plus en plus de licenciés et surtout pour inciter les clubs à prendre ces licences loisirs en fait? Oui, bien sûr, on a des différentes solutions. L'idée, c'est de rattacher du service à la licence. C'est-à-dire, la licence loisir est à 23 €. Mais avec ces 23 €, par exemple, mettre en place, comme ça a été fait avec RMC qui est partenaire, 30% sur les abonnements RMC. On a des équipementiers avec qui on est en train de négocier là pour aussi avoir un discount comme on l'a avec Bartak qui fait les tenues officielles. Et on continue d'aller chercher comme ça. L'idée, c'est que tu prennes ta licence à 23 €, mais qu'en fait, la somme cumulée de tous les avantages que tu auras sur la saison fait que ta licence, elle te reviendra à 0 €. Ouais, donc ça, c'est un des aspects. Proposer peut-être aussi une adhésion en fait à la communauté MMA, peut-être pour les fans aussi, avec justement un travail qui pourrait être fait avec les organisations et proposer des tarifs préférentiels. Je sais qu'avec UFC, on peut prendre les places une semaine en avance. Donc si tu es licencié, on peut ouvrir une billetterie une semaine avant quand on sait à quelle vitesse ça part. C'est intéressant et en fait proposer des avantages parce que plaquer juste 23 € pour 23 € aujourd'hui ça n'a pas de sens. Donc le modèle sportif il change, il évolue, la manière dont le sport est apprécié et consommé elle évolue, donc c'est aussi à la fédération de proposer des choses un peu nouvelles en fait. Et est-ce que la fédé doit aussi être cœur pour faire avancer l'idée que les gens n'aient pas peur, entre guillemets, de venir dans les salles? Parce que moi, je le dis toujours, c'est des sports où c'est compliqué de franchir pour la première fois la porte de la salle, parce qu'on se dit, j'arrive avec des mecs qui combattent depuis longtemps, moi, j'ai aucune expérience, je sais pas faire un mouvement. On a parfois peur, en fait, de soi-même et de l'image qu'on peut renvoyer quand on rentre dans une salle comme ça. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour ça, pour, tu vois, inciter et faire casser un peu cette barrière psychologique et dire, venez, vous serez tous bien accueillis, les bras ouverts? Alors, pour moi, il y a deux choses par rapport à cette perception. Dans un premier temps, avec Johnny Frachet, on a créé du MMA éducatif. Donc on a fait tout un cursus pédagogique sur de quelle manière on peut faire du MMA à des enfants de 8, 10 ans, 12 ans. Donc il n'y a pas forcément de notion de percussion, mais il y a de la latéralisation, de la coordination, des formes de corps, tout un tas de choses en fait pour une appréhension du MMA qui soit précoce.
Mais pour moi, je pense pas forcément. Je pense que la discipline, elle fascine et que les gens rentrent dans les salles. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est pas que les salles soient vides, en fait. C'est que les salles ne licencient pas. C'est deux choses différentes. Ouais. J'ai des structures en Ile-de-France qui ont 3000 licenciés, enfin 3000 adhérents, et en fait, je vais trouver 40 licenciés. 40 licenciés, ouais. J'ai des grosses structures aussi, ou très très grosses structures qui sont sur plusieurs sites dans Paris, où je vais avoir plus de 1000 pratiquants, mais j'ai 42 licenciés. Et on ne licencie que les encadrants, les coachs et les compétiteurs. Par contre, ces mêmes structures vont appeler la fédération en disant il n'y a pas assez de compétition, il n'y a pas assez de ci, il n'y a pas assez de ça. Mais en fait, sans licencier, c'est très compliqué. Ouais, il faut faire gonfler cette base pour pouvoir créer les événements autour et les choses autour, en fait. Et pourquoi ils ne prennent pas de licence, du coup Alors, j'ai entendu plein de théories, toutes plus sympathiques les unes que les autres. Mais alors, il y en a qui me disent on ne veut pas te donner 23 €, on ne veut pas te donner l'argent. Je dis ok, mais en fait, c'est pas... Je comprends pas. En fait, pour eux, si tu veux, quand ils mettent une cotisation, on va dire à 123 €. Les mecs pensent que c'est le compte en banque de Lionel. Voilà, quand ils disent que tu vois, la cotisation, elle est à 123 €, ils ont l'impression de se couper des 23 €. Alors qu'en fait, pour moi, c'est le pratiquant qui paye 23 €. C'est en autonomie. En fait, on a déployé la prise de licence en autonomie et en fait, tu peux prendre ta licence tout seul. Et ensuite, tu te rattaches au club. Donc, ça diminue les démarches administratives pour le club parce que tu fais de ton côté la collecte, documents médicaux, photos d'identité. Le club, il voit Alexandre Herbinet, il dit bah oui, et il a juste à valider. Donc, en fait, ça simplifie les démarches. La réversion des 23 €, elle est récupérée côté Fédé. Donc, en fait, ça change rien. Donc, aujourd'hui, si tu veux, on est plus tenu par les directeurs de structure que par les pratiquants eux-mêmes, parce que pour la plupart, ils ne savent pas qu'ils ne sont pas licenciés. On reçoit des appels de gens qui nous disent voilà, mon fils s'est cassé la main, on regarde, il n'est pas licencié. Alors que oui, je pratique depuis tant de mois. Et là, c'est une main, c'est un mineur. Je ne veux pas me faire des copains, là, mais pareil, on est vieux, ça se voit, on n'a pas de cheveux, mais moi j'ai un chapeau. Mais en fait, depuis tout temps, depuis ça fait quoi ? Ça fait 35 ans maintenant que je fais du sport. Quand tu vas dans une asso, pour t'inscrire, tu dis pas je m'inscris au club, tu dis je prends une licence. Bien sûr. Et le club te dit la licence te coûte tant. Avant, ça va, c'était, je sais pas, 1000 francs, 100 €, 150 €. Aujourd'hui, on sait que c'est beaucoup plus cher de s'inscrire dans un club et c'est toujours pareil, c'est toujours... Alors peut-être que je me trompe, il y en a plein dans les commentaires qui me disent mais non, mais moi dans mon club c'est pas écrit licence. Pour beaucoup en tout cas, moi j'ai inscrit mes 2 enfants au sport cette année et c'est la même chose, il est écrit tu prends ta licence. Donc beaucoup de gens ils ne savent pas quel est le prix réel, quel prix va à la fédération. Donc là, c'est inclus dans le prix global de l'inscription. C'est peut-être que aussi c'est très bien, c'est un super bon dispositif je trouve moi de prendre ta licence et ensuite d'aller t'affilier dans un club. Mais peut-être que les associations le voient comme un manque à gagner. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu as 2 clubs, il y en a un sur le trottoir et l'autre en face, il y en a un qui est à 120 et l'autre qui est à 123, ils se disent si je suis à 123, je suis trop cher. Ouais. Ça. Après, on évoque aussi la notion d'assurance. C'est-à-dire que quand tu as une licence, tu as une assurance qui l'accompagne. Aujourd'hui, je parle avec des très très grosses maisons qui me disent non mais nous on a une assurance, on est couvert, c'est bon. On est couvert pour la pratique. Et je dis c'est quand même complexe parce que tu es couvert pour la pratique. Mais est-ce que tu es couvert ? Oui, tu es couvert pour glisser dans les douches et casser tes lunettes. Je suis pas sûr que tu sois couverte pour te faire un plancher orbital ou quelque chose d'un peu plus lourd ou les croiser sur le tatami en fait. À l'époque de la CFMMA, quand j'étais à la détection et aux équipes de France, on a eu beaucoup de mal pour trouver un assureur en fait. Parce qu'on était catégorie 5, on était dans la même chose que le saut en parachute. Donc effectivement, le MMA, ça peut être traumatisant, donc ça nécessite quand même un encadrement spécifique. Et je pense qu'on a parfois certaines associations qui sont clairement irresponsables en fait. Babal disait, dans d'autres sports, c'est tout de suite, c'est automatique en fait. Enfin, tu t'inscris, c'est une licence automatique. Tu crois qu'il y a un peu de conséquence aussi du fait que ça a été interdit pendant des années, que c'était le Far West et qu'en fait les mecs, il faut le temps de se structurer et que même 5 ans, ça prend du temps à mettre tout en place, même si je sais que vous faites l'énorme boulot là-dessus. Moi, je fais une différence entre arts martiaux et sport de contact. Je veux dire, en sport de contact, kickboxing, Muay Thai, boxe, on sait bien, on licencie pas les loisirs. C'est comme ça. Par contre, arts martiaux, tu vas au judo, c'est trouver un judo où tu as un enfant de 12 ans qui est là et qui n'est pas licencié, tu le trouves pas en fait. C'est-à-dire que la martialité, elle amène ça aussi. Il y a 30, 40, 50 ans d'éducation et de formation de cadre pour aussi expliquer, donc c'est aussi notre boulot, expliquer l'utilité de la licence. Mais club de taekwondo, karaté, judo, et ça, tout le monde prend sa licence. Au foot, même les poussins prennent leur licence, c'est systématique. Au tennis, c'est systématique. Et on te la donne. Au foot, on te la donne pas parce que tu sais, il faut les feuilles de match. Voilà. Mais j'ai ma licence chez moi en 1990. J'ai ma première licence de judo avec ma photo dessus et tout, tu vois.
Tu nous Je sais pas ramèneras combien cette photo d'années. pour nos vignettes. Oula. J'ai pas combien d'années de boxe thaï derrière moi et de kickboxing. Non, j'ai ma licence de dirigeant depuis que je suis dirigeant depuis une quinzaine d'années. Mais de combattant, j'ai jamais vu ma licence de combattant. Jamais, en fait, tu vois. Et c'est vrai que c'est des choses qui doivent rentrer dans les mœurs. Au judo, dans les arts martiaux, on a cette tendance-là à vouloir montrer aux parents et aux encadrants, regardez, on a bien pris la licence, votre enfant il est licencié. Et c'est un art martial, hein. MMA, c'est Mixed Martial Arts. Hein, donc c'est dans le nom. Hein. Il y a un travail d'éducation. Il y a un travail d'éducation à faire, je pense, au niveau associatif, au niveau des responsables associatifs. Et je parle en tant que responsable associatif, donc c'est pas comme si je jetais tout le monde dans l'eau. C'est simplement qu'il y a un gros travail à faire. Moi aujourd'hui, je prends des enfants encore, tu vois, donc c'est important. Et il faut continuer. Moi, je peux que encourager les gars, je peux que encourager les responsables associatifs. Prenez des licences parce que je vais revenir sur mon propos de départ. C'est pas l'UFC qui vient en France qui fera qu'on sera gros. C'est le fait qu'on ait un gros tissu associatif avec des clubs, avec des licenciés et avec des compétitions, avec des interclubs, avec des critériums, on a oublié ce mot-là, tu vois, mais c'est important, avec des critériums, ces choses-là qui font qu'on va devenir gros. C'est comme ça qu'on va le devenir. En fait, il y avait une idée derrière ma question précédente, Lionel. C'est une phrase qu'a souvent dit Baba dans cette émission, où il dit le MMA en France, et je reprends ma métaphore du petit ou du bébé que j'avais dans mon intro, il grandit trop vite. C'est-à-dire que populairement, et dans les yeux du public, il grandit beaucoup plus vite que la façon dont il structure, parce que c'est long à structurer, tu nous l'expliques depuis tout à l'heure. Il faut aussi même les pros. Hein. Il y a des fois, moi, des pros aujourd'hui en France, je vois l'encadrement qu'ils ont, et j'hallucine par rapport au niveau où ils sont. C'est pas du tout pro, c'est fait de briques et de broc, c'est vraiment à l'arrache. Tu crois qu'il grandit trop vite ? C'est compliqué, tu vois Aujourd'hui, je pense pas qu'il grandisse trop vite parce que il grandit très vite. Je suis tout à fait d'accord. C'est exponentiel. Ça va très, 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 très vite. Par contre, s'il grandissait trop vite, en tant que fédération, on aurait été débordé. On aurait été débordé sur le nombre de manifestations. On aurait été débordé sur l'engouement des compétitions. On aurait été débordé avec de l'accidentologie. On aurait été débordé dans ce sens-là. Là, ça se gère encore, quoi. Le projet, il est suffisamment stable. Je dis pas qu'il n'est pas sollicité. Il est fortement sollicité. Et on a des pics où vraiment, on se pose vraiment des questions. Par contre, on reste dans le cadre et ça casse pas. Donc effectivement, il grandit très vite, ce qui nous oblige, nous, en tant que fédération, à nous adapter très vite et surtout à pouvoir anticiper. Il y a beaucoup de choses qui ont été anticipées, ce qui nous a permis d'avoir une réponse adaptée, mais effectivement, la cinétique, ça va très 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 vite par rapport au développement d'autres sports. On parlait de la boxe thaï qui est arrivée dans les années 80, ils ont eu le sport de haut niveau il y a seulement 5 ans, donc en fait, quand tu fais le calcul, on est allé très très vite en fait. Donc il y a ça, la venue des grosses organisations, elles ménagent pas, hein. C'est-à-dire qu'elles arrivent, elles posent le truc, donc c'est à nous d'être suffisamment robustes pour les accueillir. Le Barnum UFC, quand il arrive, c'est le Barnum UFC. Hein. Et donc il faut qu'on soit au niveau. On fait la couverture médicale, par exemple, de l'UFC, du KSW, et on a les réponses adaptées, et on sait bien répondre, et ça coïncide parfaitement. Donc oui, je suis d'accord. Ça va très 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 vite. Mais c'est géré, quoi. Mais ça reste, pour l'instant, ça reste géré. Par contre, effectivement, c'est un peu le nerf de la guerre, mais si on n'a pas de licenciés, aux yeux du ministère, c'est exactement ce qu'a dit Baba, c'est que, ouais, mais vous êtes 10 000 en fait. Moi, quand je vais dans des réunions, on me dit vous êtes 10 000. Quand je dis j'aimerais qu'on crée les filières avec les diplômes professionnels, on me dit mais quelle est l'employabilité ? Et vous avez combien de licenciés ? On est 10 000. On ne va pas s'amuser à créer des diplômes pro pour 10 000 personnes en France. C'est pas possible. La boîte qui s'occupe de ça, France Compétences, elle va faire le CAP coiffure, le BEP maçonnerie. Enfin, ils font des trucs avec des volumes de diplômés qui vont avoir un emploi demain qui est conséquent. Aujourd'hui, nous, à la table, on est obligé d'être très discret, en fait. C'est dommage. On lance le message quand même, mais licenciés. Faites des licences parce que ça va aider à développer tout ça. T'étais sur les chiffres, donc 10 000 en nombre de licenciés. Est-ce que tu as une idée du nombre de salles aujourd'hui de MMA en France ? On a 290 salles enregistrées. Ok. Le nombre de grades verts, par exemple, que vous avez fait passer. Donc, grade vert, c'est ce qui permet de faire de la compétition ou d'autres choses d'ailleurs. On a dépassé les 4000. Okay. Donc, ce qui veut dire qu'on a la moitié de l'effectif licencié qui finalement est gradé. Ouais, donc c'est énorme en fait, en pourcentage. C'est absolument énorme. C'est quoi aujourd'hui, début 2025, tes priorités de développement ? C'est quoi les priorités absolues de la FMMAF ? C'est déjà, comme tu le dis, les priorités de développement, c'est de diffuser le MMA, donc vraiment s'appuyer sur les équipes techniques régionales pour proposer plus d'événements qui soient adaptés aussi aux régions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une base de licenciés qui est assez claire. Donc, est-ce qu'on a beaucoup de moins de 18 ? Est-ce qu'on a beaucoup d'encadrants ? Et en fait, proposer aussi des formations et des animations qui soient adaptées au territoire.
pas à avoir quelque chose d'uniforme, parce qu'il y a des territoires où ça va pas du tout fonctionner. Poursuivre le développement avec les Outre-mer. Ça répond du côté de la Réunion, et on a pu faire une manifestation en début de saison. L'idée, c'est de poursuivre, mais côté Atlantique, cette fois avec Guyane, Guadeloupe et Martinique, où là, du coup, il y a aussi des choses à faire, puisqu'on sait qu'il y a de la pratique, donc c'est à nous d'accompagner. Il y a de la pratique, il y a un potentiel énorme. Il y a un vrai potentiel, donc c'est à nous de travailler dessus. Le MMA éducatif, comme on l'a dit, j'ai vraiment envie qu'on puisse proposer aux enseignants EPS un MMA qui soit conforme aux attendus du scolaire. Donc c'est ce qu'a rédigé Johnny Frachet, et j'espère vraiment qu'on va pouvoir... Ça pourrait arriver un jour. On y travaille. Je sais que tu le sais mieux que moi, mais la Nouvelle-Zélande a des cours de MMA en sport, à l'école. On y travaille, et en fait, sur le papier, rien ne nous empêche de le faire. Maintenant, il faut convaincre les professeurs EPS. On a des sollicitations, donc on va mener 2 expérimentations en présentant l'activité, et voir aussi comment on peut la proposer. Et en fait, c'est vraiment ce que tu dis. Aujourd'hui, le compétitif, voilà, on est rodé, ça fait 4 années qu'on en fait. Maintenant, c'est vraiment axé sur le développement, et puis épauler les structures. Et par rapport aux 10 000 licenciés, je rebondis, mais tu as une idée du nombre de pratiquants exact? Enfin, pas exact au chiffre près, mais tu vois, à peu près? Non, j'ai pas. Je pense qu'on doit être aux alentours de 7000, parce qu'en fait, on a la licence encadrant, mais l'encadrant est aussi pratiquant. Non, mais c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas la licence, mais qui pratiquent. Est-ce que tu as une ordre d'idée de ce chiffre-là? Depuis le début du projet, et même depuis de nombreuses années, on partait sur 60 000, en fait. Et aujourd'hui, les estimations vont entre 60 000 et 90 000. Ouais, donc t'as quasi que 10% de licence, quoi. Oui, on n'est pas loin de ça. Sur les sports de combat, on sait aussi que les combattants représentent 10% des effectifs. Donc en fait, c'est assez cohérent, et je pense qu'effectivement, il nous manque toute une partie des gens qui pratiquent. Ouais. Tous ces chiffres, c'est ce que tu attendais il y a 5 ans? Enfin, tu vois, on est dans le bon rythme selon toi, ou t'attendais plus, t'attendais moins, on est clairement en dessous, en fait. Ok, t'attendais beaucoup plus de licenciés. Ouais, pour moi, oui. Je pense, on est clairement en dessous. Je m'attendais vraiment à ce qu'on ait ça sur peut-être la 2e année. Je pense que la première année, on a eu beaucoup de réticence en disant « Ah, c'est une énième fédération de MMA, c'est une énième coalition », et les gens étaient tièdes, n'y croyaient pas. En proposant les objets fédéraux, en montant les grades, en faisant les compétitions, je pense qu'on a rassuré. Ça a été un lourd investissement, parce que les cages de la MMA League, elles sont en possession de la fédération. Et c'est nous qui déployons les cages, donc logistiquement, on envoie 3 cages avec 3 staffs d'arbitres et des médecins, et on déporte la compétition sur toutes les régions de France. Donc logistiquement, c'est assez lourd. Donc clairement, je pensais que ça allait rassurer les structures et rassurer les gens, et qu'on aurait eu les 10 000 beaucoup plus tôt. Oui. C'est passionnant, ça rebondit sur ce que tu disais tout à l'heure, mais en fait, nous, on le voit. T'es là, t'es le public, tu vas à l'UFC, tu te dis, mais le MMA en France, c'est installé, tout est carré, tout est ficelé. En fait, en écoutant Lionel, il y a encore du boulot, beaucoup de boulot. Ouais, il y a du boulot. Attends, j'ai pas envie toujours de faire le... T'es vieux, Non, c'est pas ça, c'est juste que l'évolution du MMA, elle est cool. Elle est cool d'un point de vue spectateur. D'un point de vue fan, spectateur, c'est cool de voir des grosses orgas, c'est cool de voir des célébrités dans les orgas, mais c'est sur ça qu'on est en train de tendre, en fait. On est en train de tendre sur un sport... glamour avec des gens qui viennent le voir, des célébrités, des noms, des trucs, et c'est sympa, mais étant résolument du tissu associatif et fédéral, bah ouais, moi ce que je vois derrière, c'est est-ce qu'on va avoir de plus en plus de compétitions, est-ce qu'on va avoir de plus en plus de licenciés, et je comprends que oui, je m'attendais à ce que tu dises qu'on est en dessous de ce que tu attendais, parce que moi je me suis dit, passer la première année, pareil, vu le nombre d'années de pratique où il fallait... Tout ce qui revenait, c'était ça pendant ces années. On est caché, on est invisibilisé, etc. On peut pas pratiquer le sport comme on voudrait, on peut pas organiser des compétitions comme on voudrait. Bah, en fait, ça fait 5 ans qu'on y est. Maintenant, les gars, on est là, on peut le faire. Et il faut, c'est toujours pareil, ça, il faut pas être non plus trop négatif, il faut même être positif. Il y a quelqu'un qui finira par le faire bien et qui entraînera les autres. Et puis ça va continuer. C'est vrai que la MMA League, je trouve que moi, cette année, elle a pris un peu plus d'ampleur déjà. Donc c'est important. Il faut que ça continue. Moi, j'ai vu des gars qui viennent d'autres sports le faire, comme des champions en boxe française comme Ange Kunzli, pour ne citer que lui, par exemple. Donc je sais qu'il y a des gars qui vont venir, de plus en plus de combattants qui vont venir. Et je te le dis en toute franchise, c'est à mon détriment. Moi, je suis résolument pied-point. Donc évidemment, il en a marre de voir les talents partir, c'est pas quelque chose qui me réjouit au plus haut point. Mais je suis aussi quelqu'un qui vit avec son temps. Et voilà, je pensais que ça irait plus vite. On y est, ça fait 5 ans, mais il faut continuer le boulot qui est fait. Moi, j'ai une question à te poser qui est bien simple. Est-ce que, en termes de médias, pour l'amateur, on fait bien notre boulot? Honnêtement, en termes de médias, et
pas que vous en fait, mais je pense que la couverture médiatique sur l'amateur et sur le fédéral, elle est vraiment, on est vraiment en dessous en fait. C'est-à-dire que les médias cherchent ce qui fait cliquer, et en fait, ce qui fait cliquer, ça va être plus le fan que le pratiquant. Donc il y a des choses, je comprends, il faut pas que ce soit trop pointu, parce que sinon les gens s'ennuient en fait quand on explique certains trucs, et c'est normal. Donc c'est ce que je dis, on est toujours avec ce curseur entre sportif et spectacle. Mais par exemple, tu vois, on a fait les 8 médailles au championnat du monde, ça n'a pas fait de bruit. On a envoyé le communiqué de presse pour les 5 ans, excepté vous, tu vois, on n'a vu personne. Les championnats de France, on l'a fait à l'école nationale polytechnique. Donc c'est pas rien en fait. La finale de la MMA League l'an dernier. Personne n'est venu. Enfin, tu vois, nous on continuera de communiquer. Aujourd'hui, on réfléchit à monter notre propre canal de communication et notre propre podcast, puisque en fait aujourd'hui, on se rend compte que ça n'intéresse pas spécifiquement les médias qui vont proposer d'autres éléments. Et parfois, avec Johnny, on est là, on regarde, on dit ah ouais quand même, parce qu'on se dit c'est dingo. La reconnaissance sportive de haut niveau, ça veut dire qu'on pourrait être un des seuls pays au monde, en fait, où les amateurs sont payés pour s'entraîner et faire du MMA, en fait. C'est complètement dingue. Et je pense aussi que aujourd'hui, quand tu penses, c'est fou, en fait. C'est fou. Alors qu'il y a 5 5 ans, en plus, voilà, le pied-point, je pense que tu connais ça. On a eu combien de champions qui travaillaient la journée, qui s'entraînaient le soir et qui allaient combattre le week-end et qui faisaient des performances incroyables, en fait. Quasi tous, sauf 30 dans l'histoire. Donc, la possibilité qui s'offre à eux, si ça se met en place, ça, c'est complètement dingue. Oui, ça ouvre. Ça va se mettre en place pour toi. On va avoir des amateurs payés dans ce système de reconnaissance de haut niveau. La reconnaissance sportive de haut niveau, c'est ça. C'est-à-dire qu'avec ce statut et sur liste, tu peux très bien aller voir une collectivité, tu peux aller voir ta municipalité et tu as des emplois adaptés, avec des horaires adaptés. Tu peux travailler, tu peux travailler avec les militaires, tu peux travailler à la SNCF avec des horaires adaptés, et puis tu vas toucher un petit salaire. Tu vas pouvoir cumuler ce salaire avec ce que va donner le conseil régional. Je sais qu'en Ile-de-France, je crois que c'est 2 000 € d'équipement sur l'année. Enfin, ça ouvre un panel de choses qui est super important. Et effectivement, c'est difficilement relayé, et tu me verras très peu sur les plateaux. On essaye de compenser ça aujourd'hui, Lionel. En tout c'est cas, important, parce que oui, il faut aussi prendre ses responsabilités. Et voilà, Alex et moi, on a un avis assez tranché sur la galaxie amateur telle qu'elle est aujourd'hui, comme elle existe aujourd'hui, avec certaines choses qui vont peut-être des fois trop haut, trop loin, en plus, pour te couper, mais je pense plus que notre œil un peu averti, il est plus sur la façon dont les amateurs gèrent leur absolument. que sur les structures amateurs en elles-mêmes. Absolument, et qui peut donner de la poudre aux yeux, alors qu'en fait, c'est l'immense majorité des amateurs, comme tu l'as dit, pour l'instant, il faut trouver des moyens juste de pratiquer son sport de façon safe et d'essayer de progresser. Donc c'est aussi la réalité des choses, et c'est important. En fait, je pense qu'il y en a qui... La difficulté de cette mise en avant parfois de certains amateurs, c'est qu'il y en a qui ils n'y arriveront pas tous. L'élite et le très très haut niveau, c'est réservé qu'aux plus gros talents générationnels, et ils n'y arriveront pas tous. Donc tu peux y avoir aussi des déceptions, des trucs ou des mecs qui se croyaient arriver trop tôt. Enfin, c'est toujours compliqué à gérer ça. Ton œil sur la scène pro en France, parce qu'on est quand même très actif depuis 5 ans. On a eu, Baba le disait tout à l'heure, on a eu le Bellator, on a eu le PFL, on a eu l'UFC 3 fois. On a des orgas françaises qui organisent régulièrement et de toute forme de niveau jusqu'à l'amateur. C'est assez foisonnant, tu vois, par rapport même à d'autres pays. En 5 ans, il y en a trop. On est dans le bon truc. Comment tu vois ça, toi ? Par rapport à l'année dernière, je sais que l'année dernière, on pouvait même avoir une confusion. C'est-à-dire que sur le mois de mai, moi j'ai vu que les équipes, en tout cas, elles étaient très 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 sollicitées. On a fait des week-ends à faire des compétitions vendredi, samedi, dimanche en fait. C'était incroyable. Donc aujourd'hui, je sais qu'avec mon staff d'arbitre, je peux faire tourner 5 cages sur le territoire en simultané. Le même soir, tu peux avoir 5 événements. Je peux avoir assez d'arbitres. Voilà, j'ai assez d'arbitres, de juges officiels. Je peux faire tourner 5. 6, impossible. 6, impossible. Ouais. Okay. 6, ce sera impossible. Donc, c'est aussi une préoccupation. Comme je le dis, pour moi, c'est une écologie. Ça veut dire que si on consomme trop le fait MMA, si on donne trop de MMA aux gens, si on fait trop du MMA tout le temps, en fait, ça va épuiser les gens. C'est-à-dire que on va en avoir trop. Et c'est là que je dis que c'est une écologie. Il faut que cette ressource, là, le MMA, il faut qu'on soit prudent. Il faut qu'on ait quelque chose de pertinent entre organisateurs, avec le diffuseur. Je discute notamment avec la chaîne pour qu'on essaye d'aménager les choses, pour que déjà ce soit lisible pour les fans, et que de deux, on se marche pas sur les pieds et qu'on n'épuise pas l'activité. Mais on est au cœur de ce truc-là, je te le dis. Mais on diffuse beaucoup de ligues, et parfois, en effet, je me dis,
à force d'en proposer toutes les semaines et de dire ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool, Bien sûr. qu'est-ce qui est cool au final? Enfin, tu vois, que les gens ont du mal à hiérarchiser s'ils sont pas comme nous depuis longtemps dans le milieu. Et c'est pour ça que le principe de la draft où tu affectes des points aux organisateurs et l'idée c'est de créer, par exemple, là c'est la première saison où la MMA League j'ai fixé des dates, c'est-à-dire que j'ai mis 6 semaines entre chaque compétition pour que les combattants aient le temps de récupérer. Pour la MMA League Junior, pour les moins de 18, c'est 8 semaines. Mais sinon, c'est une toutes les 6 semaines. L'idée, c'est de proposer aussi un calendrier avec des slots, avec des périodes, où sur certaines périodes, sur le plan financier, pour toi en tant qu'organisateur, nous, on fait un abattement, si tu veux, sur la taxe fédérale, et tu gagnes des points. Et ces points, c'est les points aussi qui te permettent d'être bien positionné sur la draft. Donc en fait, si tu veux, la draft, d'une main, elle permet d'épauler l'amateur, mais elle permet aussi d'encadrer, de proposer un pro qui soit cohérent, en fait. Et l'idée, c'est toujours pareil, plutôt que de sanctionner, c'est d'inciter ou de faciliter quand tu vas dans le sens de la démarche. Et moi, le dernier point là-dessus, c'est que parfois, je vois, il y a beaucoup d'événements et c'est cool parce que le fan de MMA, comme disait Baba, il a de quoi manger sur le territoire français depuis quelques années. Par contre, des fois, je me dis, il y en a un peu trop et même dans le sens, tu vois, plein d'orgas qui amènent des étrangers, du brésilien, du machin pour faire des ceintures, pour affronter des Français. Les gars, vous voulez pas en faire un peu moins? Et puis faire des beaux combats franco-français qui nous vont plus nous exciter et nous donner un peu plus. Et j'ai même l'impression, pour te parler franco, moi, qu'on est une forme de premier plafond populaire de MMA. C'est-à-dire que les gens en ont trop mangé là. Que pour l'instant, ça baisse un peu, tu vois. Que ça va repartir parce que c'est un sport qui a beaucoup de potentiel, mais qu'il y a eu un peu un surplus, j'ai l'impression. Oui, je pense qu'il y a eu une activité. Moi, c'est vraiment la saison dernière que je garde en tête, où on a eu pour moi une suractivité. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. L'idée aussi, c'est aujourd'hui, je peux comprendre que ça ait l'air exotique de ramener des combattants étrangers. Avec la politique qu'on a sur l'antidopage, je pense que les pays de l'Est, on en aura de moins en moins parce que les types arrivent, ils savent, tout le monde sait comment ça se passe et les gars savent qu'ils sont chargés. Donc en fait, on a réussi à étouffer ça. Les gens avec 0 combat qui viennent, c'est pareil, c'est l'organisation de ce qu'on fait, c'est un certificat de capacité professionnelle. Ça correspond un peu à ce que tu disais, là, décrivais pour les Japonais, où en fait, on va évaluer le combattant sur tous les aspects défensifs du grade marron. L'idée, c'est de savoir est-ce qu'il est en sécurité dans la cage. Pareil, ça va être des jokers. Et la saison prochaine, on va dire, pour ton organisation, on te donne 3 CCP pour toute la saison. Ok. Donc comme ça, arrête de faire venir des types qui ont été champions de lutte de quelque chose dans je ne sais quel pays. Et en fait, l'idée, c'est aussi de pouvoir faire tourner le roster français et les remettre en avant. Parce qu'en fait, les organisations, dans la promotion, elles peuvent faire monter qui elles veulent et elles peuvent mettre la lumière sur qui elles le souhaitent, en fait. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on ait aussi, c'est pas du protectionnisme, mais il faut qu'on a plein de talents sur le territoire. Et il faut qu'on les fasse tourner. On a 222 licenciés professionnels, c'est quand même pas mal. Et donc je pense qu'il y a moyen d'avoir un brassage et un turnover de qualité. Mais c'est pas un gros mot là, hein, protectionniste, dans ce cadre-là, et dans ce contexte-là, c'est super important. C'est super important, je le redis encore, c'est comme ça qu'on va grandir. Et oui, des fois, il faut un petit peu, entre guillemets, forcer la main. Et je trouve que c'est un bon moyen. Il y en a peut-être d'autres, je sais pas, moi j'ai pas pensé à tout ça, mais c'est un bon moyen en tout cas d'avoir de choisir un combattant qui a grandi ici, dont on a vu les progrès et puis dont on connaît le niveau réel, tu vois. Ça permet de faire du matchmaking de qualité. Il y a des organisateurs qui le font très bien, je pense avec Konako, avec le MTGP par exemple, c'est beaucoup de Français, c'est très très peu d'étrangers, et d'autres organisations dans d'autres mesures, mais c'est clair que je pense que ce que tu viens de dire, c'est super important. C'est pas le fait... en fait, on le dit depuis des années, c'est avec des mots un petit peu dégradants, mais pourquoi ramener, entre guillemets, une pomme de terre de je ne sais où, alors qu'en fin de compte, tu peux avoir un très bon combattant en France et avoir un choc franco-français qui va intéresser les Français, qui va permettre d'avoir un suivi de ce combattant, ou de l'autre, ou des deux, et de le retrouver dans d'autres combats, 3, 4, et puis de l'avoir... Tu le sais que je le répète souvent, regardez les chiffres médiatiquement, populairement, qu'a provoqué Baki Doumbé, vous aurez compris que les chocs franco-français, c'est autre chose. C'est comme tu l'as dit, l'année dernière, c'était fou. Moi, c'est correspondait en plus au moment où on fait beaucoup d'émissions, etc. C'était dingue. On en parle souvent avec Alex. Les sollicitations qu'on avait, surtout au moment de Baki Doumbé notamment. C'était autre chose. Puisqu'on parle, c'est marrant, puisqu'on cite le nom de Cédric Doumbé, on se rappelle de cette histoire où il y avait l'écart de combat de 5 combats d'écart quand tu commençais ta carrière pour pouvoir affronter un autre adversaire. Ça a été un peu... Oui. Ça a évolué un peu, tu peux expliquer pour ceux qui n'ont pas suivi ça ? Oui, c'est-à-dire qu'au début du projet, en fait, en connaissant le roster qu'on avait, pour les gens qui avaient moins de 10 combats, il y avait une jauge, en fait, et ils ne pouvaient pas prendre quelqu'un qui avait plus de 4 combats de différence. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui avait 2 combats, il pouvait monter jusqu'à prendre quelqu'un qui avait 3, 4, 5, 6.
6 combats. Mais au-delà, il ne pouvait pas prendre quelqu'un qui avait 7 combats. Et maintenant, en fait, c'est selon les situations. Et maintenant, cette jauge qui concernait les gens qui avaient moins de 10 combats était baissée aux gens qui ont moins de 5 combats. Donc, ça veut dire que dès que tu as passé les 5 combats, dès que tu as ton 6e combat, tu peux prendre qui tu veux. Voilà. Et pour l'anecdote, Cédric, je l'ai croisé dans les travées de l'UFC. Et donc, on en a discuté, mais vraiment, c'était super intéressant. C'était un vrai échange. Et je lui ai dit, en gros, aujourd'hui, tu as l'impression que ça te frustre, mais en fait, c'est quelque chose qui aménage en fait ton entrée dans la compétition et dans le MMA pro, et ça va être prolifique. Et c'est de la protection, une nouvelle fois, il faut le rappeler ça. Rappelle que c'était pour un combat à l'UFC, hein, ça. De Cédric. Oui, l'histoire aurait pu changer pour le coup par rapport à ça. Tu vois, du coup, il fait le PFL et je pense que ça fonctionne bien pour lui et ça a bien fonctionné sur le PFL. Je pense que ça a peut-être même été un deal gagnant. T'aurais pas eu Baki Doumbé déjà, donc vu le carton que ça a fait ici, clairement. Des petites questions à la volée pour finir. Déjà, tu parlais de défense tout à l'heure. Rassure-moi tout de suite, on verra jamais de slap fighting sur le sol français. Eh ben ça dépend pas de moi, mais en tout cas, la direction... Je sais que ça dépend pas de toi, donc il y avait un sourire dans ma question. Mais... Parce que la direction des sports ne savait pas du tout ce que c'était. Et moi, j'ai eu une sollicitation d'un organisateur qui m'a dit on a envie de faire ça. J'ai dit OK. Du coup, je dis à la direction des sports, est-ce que c'est faisable? Je posais la question, en fait, et ils ne connaissaient pas du tout l'activité. Donc, je leur ai envoyé 2-3 vidéos. J'aime bien qu'il appelle ça l'activité. Et du coup, je pense qu'ils étaient à 10 000 km de penser que ça puisse exister. Mais ça va, en termes de sécurité, il y a quand même commotion. C'est-à-dire, c'est ébranlement cérébral. Et c'est un sport de contact avec mise hors de combat. Lionel, defend yourself at all time. Enfin, moi, c'est ça qui fait que ça me hérisse les poils, vraiment. Et c'est vrai que parfois, on se dit, ça va être spectaculaire, mais comment tu fais avec un type qui a pris une commotion pleine tête, là, et qui va pas bien du tout? Enfin, il faut une vraie curiosité. On a parfois l'impression que l'activité est facile, mais ça reste une activité au chaos, en fait. Que ce soit le MMA, la boxe, c'est un chaos. Et le chaos, pour le cerveau, c'est pas vraiment ce qu'on fait de mieux. Donc, ça nécessite, pour qu'on le fasse, un bon encadrement, quoi. Je suis à la volée sur les thèmes qui me restent. Et Baba, si tu as d'autres questions, pareil, t'enchaînes. On sait que vous travaillez avec l'IMAF, donc vous sortez des championnats d'Europe là-bas, et que l'IMAF, moi j'avais déjà interviewé leurs dirigeants, leur but c'est les JO. Oui. On avance là-dessus? Il y a une chance d'avoir le MMA au JO? Je sais qu'eux, c'était 2032-2036 au minimum. Mais est-ce que tu en sais un peu plus sur ça? Est-ce qu'on avance? J'ai croisé Denzel White, qui est le président de l'IMAF, l'été dernier, justement durant les Jeux de Paris. Aujourd'hui, c'est sûr qu'ils continuent d'aller vers la reconnaissance. Ils sont à un palier, en fait, pour expliquer un petit peu, c'est que les fédérations sont agréées par d'autres fédérations, comme par exemple la GAICF, Sport Accord, etc., qui sont des gros organismes. Et à l'issue de ça, ils ont une reconnaissance du CIO. Donc le CIO, c'est le temple d'Athéna, quoi. C'est tout en haut. Et là, ils sont pas très très loin, mais il y a encore du chemin. Aujourd'hui, 2 questions. C'est est-ce qu'on voit des sports avec des KO au jeu? En fait, on n'en a pas, excepté la boxe. Non, il y a eu un KO chez les lourds, c'était l'Australien là. Il y a très très peu de KO parce que c'est pas les mêmes gants, c'est pas la même logique interne. Enfin, c'est pas le même principe, donc il y a peu de KO. Il n'y a pas de sang au jeu non plus. Non. Donc en fait, aujourd'hui, est-ce que ça marcherait? On va avoir le cricket. Donc c'est-à-dire qu'en gros, ils mettent des choses qui sont très regardées. Ouais. Donc le MMA est très regardé, mais est-ce qu'il est plus regardé que le cricket? Parce que les arguments que tu dis, et je les entends de la part du CIO, les KO, le sang. Oui. Par contre, le côté, je sais, on veut rajeunir un peu les JO et on veut ramener des yeux. Le MMA, c'est parfait, quoi. Ouais, mais tu mets du skate et du break, tu rajeunis et tu y vas aussi. Donc, moi, je pense qu'il y a plus de gens aujourd'hui qui regardent le MMA que le break. Ouais, mais les jeux, c'est tous les 4 ans, et tu te poses sur ton canapé. Donc en fait, regarde, il y a des gens, c'est plus confortable pour eux, je pense, de regarder un run de skate, ou de regarder 14 combats. Oui, j'avoue, le mec qui connaît pas de le MMA, qui est devant France 2 à 14h, si tu lui mets une grosse guerre dans la cage. C'est vraiment l'universal, parce que tous les 3, on regarde des sports que jamais de la vie, je me poserais dans un Eurosport pour regarder. Mais une fois tous les 4 ans, je suis à la maison, ah bah oui, je vais le regarder, le curling, parce que bon, tu vois, curiosité. Et tu vibres, et au bout de 5 minutes avant, tu connaissais pas le mec, 5 minutes après, t'es de sa famille, du sport. Donc, mais c'est vrai qu'il y a ça, et puis aussi il faut pas oublier que les JO et tout ce qui touche à ça, pour avoir longtemps évoqué le sujet pour la boxe thaï, c'est du lobbying, c'est beaucoup de lobbying. Chaque pays organisateur va pousser pour ses sports rois, et puis il faudra voir le jour où le MMA sera le sport roi quelque part, parce que c'est pas du tout le sport roi aux États-Unis, dans des places Dana White. Le jour où ce sera un sport roi dans un pays organisateur, il y aura peut-être une chance, oui, que ce soit aux JO. Le sport roi, c'est le slap fighting, il l'a dit, Dana, ça fait plus
sur les réseaux sociaux Oui. que le football, le basket et tout ça confondu. Il en sait quelque Sarcasme, chose. j'ai pas le panneau, mais sarcasme. Il en sait bien quelque entendu. chose, il est pratiquant lui-même, juste avec des gens qui veulent pas, c'est tout. Tu parlais tout à l'heure, et c'est très intéressant parce qu'on parle souvent des grades verts pour les compétitions, les choses comme ça, mais tu disais, je peux faire tourner que 5 cages sur ce qui est déjà beaucoup, hein, mais le même soir, en termes d'arbitre et de juge. On en est où là-dessus? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui. Parce que c'est aussi le nerf de la guerre, il nous faut des juges, il nous faut des arbitres. Je vais te raconter une histoire parce que ça me permettra de lui passer un petit clin d'œil, mais un de mes 2 témoins de mariage et un de mes 2 meilleurs amis, sa fille, qui a 18 ans aujourd'hui, bon anniversaire Emma, elle s'est mise au MMA depuis 1 ou 2 ans, elle adore ça, elle progresse, elle a du talent et tout, et elle veut faire des premiers combats amateurs. Et ils ont été voir, il y a 2 personnes de son club qui ont fait une petite compète amateur dans une station de ski, ils habitent dans les Pyrénées, dans l'Ariège, et en fait ils sont sortis et ils ont tellement vu un jugement dingue. C'est-à-dire que les 2 se sont fait apparemment, j'étais pas dans la salle, mais mon pote à qui je fais toute confiance me dit, ils se sont fait carotte pour parler vraiment foncièrement, ce qui n'est pas le but des amateurs. Mais en fait, ça a carrément calmé la petite. Ouais, je comprends. Tu vois, qui a moins envie et qui mais est-ce que si on me fait pareil, je vais être très triste, très frustré. Est-ce que, tu vois, il y a un gros développement pour former des juges, former des arbitres et avoir une armée de gens comme ça qui sont au niveau, parce qu'il y a des grosses différences de niveau parfois dans les jugements. Effectivement, pour avoir des gens au niveau, ça prend du temps. Donc, ça a été aussi le projet. Là, on peut former. En fait, il y a 3 niveaux. Donc, il y a le niveau 1 qui est périphérique autour de la cage, celui qui ferme la porte, celui qui tient le chrono, celui qui récupère les feuilles de score. Il faut 11 officiels sur une cage de MMA. Donc, ça paraît beaucoup, mais c'est autant qu'au tennis avec les juges de ligne. En fait, il en faut 11. Ensuite, c'est ce niveau 1, il faut qu'il exerce un certain nombre de fois à tous les postes. À chaque poste, ils sont évalués sur toutes les compétitions, que ce soit UFC, KSW. Enfin, à chaque fois qu'on déploie des gens, en fait, il y a un processus d'évaluation. Et à l'issue de ça, on a des candidats qui seront éligibles pour passer la formation numéro 2. Et la numéro 2, c'est juge. Okay. Il faut que tu aies jugé un certain nombre de combats pour passer la formation numéro 3, qui sera arbitre. Parce qu'à la FMMAF, en fait, un arbitre, Loïc Pora, il peut très bien être chrono demain, ou il peut être pit, ou il peut être juge, en fait. Parce qu'il a passé toutes ces étapes avant. Voilà. Et les officiels, en fait, on n'est pas forcément comme aux États-Unis où soit tu es juge, soit tu es arbitre. Okay, moi, c'est important pour moi que mon arbitre, il sache finalement quel est le taf du timekeeper ou du scorekeeper, qu'il comprenne la complexité, qu'il sache aussi évaluer ce qui se passe. Et il faut que le juge, de la même manière, il comprenne ce que fait le chrono, parce que si jamais ça va pas, il a la formation aussi pour lui dire « Ah, fais attention à ça », ou etc. Et donc, en fait, c'est une formation qui est comme ça. Et aujourd'hui, on a 120 commissaires, donc niveau 1, et sur les 120, on en a une trentaine qui est éligible pour devenir juge, et on a une vingtaine d'arbitres. Vous en visez beaucoup plus ? Non, parce qu'un bon officiel, c'est un officiel qui travaille. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai 1500 officiels... Qui fait plein de cartes, qui fait plein de combats. En fait, forcément, quand tu arrives, t'es pas forcément aussi agile que quand tu sors régulièrement. Donc, c'est un dispositif de formation continue, avec possibilité, après un délai d'inactivité, de repasser une petite formation, une petite mise à jour, avant d'être mis sur un événement. Mais c'est important ce qu'il dit, parce que même, on pourrait ne pas le croire, mais les commissions américaines, même au Nevada, il n'y en a pas tant que ça des juges en fait. Non, c'est toujours les mêmes sur les mêmes événements. Et c'est une question qui revient souvent, et c'est cette réponse-là, c'est de dire qu'il faut les faire travailler, il faut rester affûté, comme on dit, il faut que ton œil soit affûté, il faut que tes gestes soient affûtés, tes temps de réaction, et puis aussi il faut faire attention à pas trop prolonger la carrière de certains. On le voit aux States, il y en a qui officient depuis trop longtemps. Moi j'ai une question, c'est peut-être une question un peu à la con, mais quel est ton regard sur le degré de pratique d'un juge? Est-ce que tu penses que 0 pratique ça marche? Est-ce que tu penses qu'il faut un minimum de pratique? Est-ce que tu penses que la formation peut compenser le 0 pratique? Ou est-ce que d'après toi, c'est peut-être ton avis un peu plus personnel, il faudrait vraiment avoir vu un minimum une position pour pouvoir comprendre comment la juger? Avant que tu me répondes, mais Baba, tu le sais, non, mais j'ai pratiquement pas fait de sport de combat de ma vie. Ouais. Je peux mettre ma main à couper que notamment en boxe anglaise, je sais mieux juger que certains combattants avec qui j'ai discuté déjà. Donc pour moi, ça ne veut pas forcément, il n'y a pas forcément corrélation. C'est là, ma parenthèse est finie. La porte est ouverte. Le niveau de pratique, il est évalué, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies le grade vert pour être juge. D'accord. Et il faudra le grade marron pour être arbitre. Donc tu as des points techniques. Eh oui, c'est-à-dire qu'au tennis, si tu n'es pas classé, tu peux pas être juge en fait. Donc en fait, ça nécessite quand même une connaissance de l'activité. À l'époque où on faisait du pancrace, parfois on faisait des guerres et on perdait parce qu'on avait des arbitres qui étaient des arbitres du grappling en fait. Oui. Et ils comprenaient pas que le fait de faire comme ça l'ascenseur, t'es debout, tu vas au sol, tu reviens debout, ouais mais debout il est pas propre. Normal qu'il est pas propre, c'est l'effort qu'il vient de faire, il est considérable. Donc en fait, moi je voulais vraiment qu'on ait des officiels qui tournent et qui sachent effectivement, comme tu l'as dit, qui connaissent une position et qui
puisses l'évaluer aussi en fait, pour que la dégradation technique, tu sais d'où elle vient parce que tu sais ce que le combattant éprouve. Pour moi, c'était important. De la même manière, excuse-moi Alex, de la même manière, parce que, et Alex il a complètement raison de pointer ce sujet du doigt, un coach qui est coach de Pancrace depuis 20 ans, et qui vient ensuite dans la légalisation et qui te dit, moi écoute, je suis légitime, j'ai combattu, je suis coach depuis 20 ans, maintenant je veux juger demain. Toi, en tant que formation, qu'est-ce que tu vas lui, en tant que formateur et comme outil de formation, qu'est-ce que tu vas pouvoir lui apporter pour lui dire, j'ai bien conscience de ton expérience, mais il va falloir que tu passes par un certain chemin pour pouvoir juger des combats. C'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il repasse par le grade, donc il y a le grade vert pour valider les compétences techniques, et après c'est une solide connaissance sur le code sportif en MMA, puisqu'en fait on juge pas les combats du tout de la même manière, on n'observe pas du tout la même chose, et donc il y aura une partie théorique sur le code sportif, une partie pratique sur la connaissance technique avec le grade vert, et il y a une partie en présentiel, puisqu'on effectue ce qu'on appelle un tuilage, c'est-à-dire que quand tu as fini ta formation N1, tu viens sur une compétition et en fait, tu as un tuteur en fait. Tu as un des officiels qui est ton tuteur et qui revient sur toutes les actions que tu fais. Peu importe ton passé, tu dois repasser ce grade vert. Oui. On a, sur le dispositif MMA, on n'a délivré aucune équivalence, que ce soit pour l'encadrement des coachs ou même pour les formations d'officiels. Ça paraît un peu rigide, mais c'est ce qui nous permet d'assurer quand même un minimum de qualité. Et puis, on l'a toujours dit, ça fait 20 ans qu'on dit que c'est une discipline à part entière, que c'est particulier, etc. Donc aujourd'hui, c'est un peu facile de se dire, oui mais non, c'est particulier, mais pas pour moi. Et du coup, comme j'ai fait 20 ans de ça, ça vaut, non, c'est particulier. Ça fait plus de 2 mois, mais je vous ai pas entendu, la FMMAF là-dessus, donc je voulais te poser la question. L'affaire de Wilson Varela, avec le médecin fédéral, on sait ce qu'a raconté Jean-Michel Fouassard, son coach, notamment vous pouvez retrouver pour le coup le témoignage, c'est sur la chaîne YouTube de Sanderstoke, où Jean-Michel Fouassard du Marseille Fight Club explique tout ça. Donc cette discussion très vive avec un officiel qui lui aurait dit des choses, en gros, ne combats pas parce que tu risques de tomber pour avoir pris des médicaments avant pour soigner quelque chose à l'antidopage. Quelle est ta réaction à ça ? Est-ce que toi, c'était un médecin fédéral qui était accusé, donc quelle est ta version de l'histoire et comment tu réagis à ça ? Concernant cet incident, moi j'étais sur place. Je fais pas toutes les pesées officielles, mais là j'ai fait la pesée officielle et donc j'étais présent. Il faut pas oublier l'utilisation du conditionnel, qui a été de dire si effectivement c'est cette substance, à ce moment-là, tu sortiras positif selon le déclaratif, ça s'appelle le déclaratif, ce que l'athlète te dit et ce que le staff te dit. Le médecin, il n'est pas devin, mais si tu lui présentes des éléments, selon ce que tu dis, il te dit ce qui peut se produire. Et c'est ce qui s'est passé. Ce qui a été, comment dirais-je, c'est plus la position de Jean-Michel, c'est plus sur le fait de parler directement à l'athlète. Et peut-être qu'il aurait fallu parler au staff plutôt qu'à l'athlète. Mais avoir un intermédiaire. Intermédiaire. Mais par contre, c'est un médecin. Et du coup, son patient, entre guillemets, ou la personne qui l'ausculte, c'est le combattant, en fait. C'est pas le coach. Il y a des coachs, si tu vas aller voir et que tu dis, voilà, ton athlète, il a ça, et puis s'il combat, il risque ça et ça, que ce soit sur le plan tendineux, musculaire ou ce que tu veux, tu as des coachs qui vont un peu taire l'information pour rassurer l'athlète, mais ça expose l'athlète. Donc aujourd'hui, et c'est le cas même dans les staffs en équipe de France, moi j'étais au pôle France Boxe, le médical, il parle aux athlètes. Il parle aux coachs, mais il parle aux athlètes. Et les entretiens médicaux, c'est médecin-athlète, en fait. Et le coach, il est informé. Mais il y a quand même un libre arbitre, et en fait, le médecin fédéral était clairement dans son droit, et il a suivi clairement les prérogatives de sa fonction. Il n'a pas dépassé sa fonction dans les paroles qu'il a eues. Pas du tout. Toi qui as été témoin. Pas du tout, puisqu'en fait, il indique que dans cette configuration-là, voilà ce qui peut se produire selon le déclaratif et la situation telle qu'elle nous est exposée, en fait. Et tu sais, ça c'est du détail, mais moi j'ai beaucoup étudié ces trucs-là il y a quelques années, notamment au moment de l'affaire des Fancy Bears pour Rio 2016. Il avait une AUT ? Une autorisation thérapeutique pour le produit qu'il a pris ? Ça reste dans du registre du secret professionnel. Médical, oui. Parce que tu sais que ça change beaucoup de choses en fait. Ah oui, ça sur change cette beaucoup approche-là. de choses, bien sûr. Et si tu vois mon sous-entendu, c'est que je pense, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le MMA est parfois pas très structuré, même au niveau pro. Et c'est à nous. Je suis pas sûr qu'ils aient tous les armes, qu'ils sachent tous toutes les procédures vraiment à faire dans ces cas-là. En tout cas, sur le plan de la formation pour être coach, le brevet fédéral 2, en fait, il y a un volet sur le dopage, en fait. Et c'est pour ça que j'ai tenu à ce que, on parlait du principe d'équivalence, je voulais que tout le monde repasse par le portail, c'est-à-dire que cette notion de qu'est-ce que le dopage et les AUT, etc., en tout cas, c'est abordé en formation. Donc bien sûr, c'est un travail qu'il faut continuer de mener, avec des discussions qu'il faut continuer d'avoir, et pas sur les réseaux sociaux, et c'est aussi la raison pour laquelle on n'est pas intervenu, parce que c'est ce que Baba décrit, avec une surenchère qui était vraiment
pas du tout utile. Donc moi, j'ai passé beaucoup de temps au téléphone avec Jean-Marc Sen, qui est le médecin fédéral. J'ai passé aussi beaucoup de temps au téléphone avec Jean-Michel Fouassard. Le travail de l'ombre une nouvelle fois. Voilà, mais au final, voilà, ce qu'on s'entend, je pense qu'ils ont plus été heurtés par la prise de parole directe du médecin vis-à-vis de l'athlète. Mais ça se fait dans de nombreux sports. Et même si on peut considérer que c'est maladroit, en tout cas, il était pleinement dans ses prérogatives. Tu as raison, je sais que nous, on n'a pas réagi à cette affaire, que ce soit sur les réseaux ou dans l'émission. On préférait attendre d'avoir des gens, de discuter de ça avec des gens de la Fédé notamment, tu vois, et de voir ce qui s'était passé. Mais oui, je pense qu'il y a un manque de professionnalisme parfois et qui peut, je sais pas sur ce cas particulier, mais globalement dans le MMA, qui peut amener des mauvaises surprises parce que c'est des règles assez strictes tout ça et qu'il faut les connaître avant de basculer sur ça. J'ai 2 dernières questions, Baba, si tu as autre chose avant. Non. Alors, mes 2 dernières questions, elles sont assez simples. La première, c'est qu'on voit, il y a tout ce que vous mettez en place, les amateurs qui montent aujourd'hui. Saladin Parnasse, premier exemple, mais on a toute cette génération qui arrive au MMA, qui commence par le MMA et pas par les autres sports de combat comme toute ta génération, Baba, et la tienne aussi, Lionel. Est-ce qu'on sera un des meilleurs pays de MMA dans quelques années, avec tout ce qui se passe ? On y travaille en tout cas, et je pense que, oui, qu'on a tout le potentiel pour être un des meilleurs pays de MMA en fait. En tout cas, la base qu'on a, elle est bonne, on a de l'engouement et on a cet amateur qui prépare au pro. Et je pense que la génération qu'on a là va aussi être porteuse de beaux résultats. Et la dernière, je rebondis, tout à l'heure on en a parlé, Manon Fiorot le 10 mai à Montréal, tentait de devenir la première championne incontestée. On n'oubliera jamais que Cyril a eu le titre intérimaire, ce qui était très important à l'UFC. C'était la première championne du monde. Oui. Aux IMAF pour l'équipe de France. C'est vrai. Tu étais avec elle dans le coaching staff. On en a déjà parlé dans des interviews pour un des films sur Manon, qui est RMC Sport, qui a déjà été diffusé, que vous retrouvez encore sur YouTube. Il y aurait une fierté aussi, et ce serait encore plus beau que la première championne incontestée UFC ait été championne du monde IMAF. Pour toi, le président de la MMF, enfin le patron de la FMMAF? Pour moi, ce serait parce qu'en fait, tu vois, ça va être quelque chose de magnifique, parce que effectivement, c'est une athlète que j'ai eu l'opportunité de rencontrer très très tôt sur son parcours et qui affichait déjà de belles qualités. Donc en fait, chaque étape qu'elle franchit, effectivement, ça fait vraiment plaisir. Et puis, je pense que c'est très symbolique en fait, de pouvoir expliquer à tout le monde. Vous voyez, c'est le parcours en fait maintenant. Bien sûr. Vous commencez aux amateurs, vous allez me chercher un titre, et la finalité de ça, vous pouvez aller le chercher. Bien sûr, exactement ça. On l'a en boxe, on l'a en pied-point. Et je passe ma vie à répéter en pied-point des Fabio Pinca, des Farid Villaume, c'est des mecs qui ont fait les championnats du monde amateurs. Bien sûr. À Bangkok. Et qui, derrière, ont eu la carrière qu'ils ont eue, tu vois. Et c'est le chemin à montrer. Et quand Manon sera championne, moi aussi, je parle. J'ai pas à vous poser la question du pronostic, messieurs, je le sais déjà. Et ce sera à vous et ce sera à nous. Je pense qu'il y a une responsabilité commune aussi de montrer qu'il y a eu un chemin et qu'il y a un chemin à suivre. Tout simplement. Je trouve qu'on le rappelle pas assez pour Manon, qu'elle est championne du monde IMAF et que c'est important. Elle a été championne du monde chez les amateurs quand même. Donc elle va le faire, puisque j'ai déjà entendu dans ta réponse. Non, en tout cas, on connaît le staff, on sait dans quelles conditions elle travaille. Et c'est important que ce soit une femme ou pas? Par rapport à la pratique féminine. C'est important parce qu'il nous faut des rôles modèles. Mais si tu veux, moi je me dis que c'est le parcours athlète que je regarde avant tout, et si c'est une femme, bien sûr, on est d'autant plus satisfait puisque c'est un sport qui s'adresse à tous. Donc c'est une belle ambassadrice et ça va être quelque chose de très beau. Eh bien, enlève-moi ce conditionnel, c'est bien. Et d'ailleurs, j'y ai pensé pas tout à l'heure, mais dans la pratique, dans les licenciés, dans les pratiquants, les chiffres que tu nous donnais, tu as un pourcentage de féminin? Oui, on est inférieur à 15%. Je suppose que vous voulez que ça augmente, tout ça. On a une toute petite représentation des féminines. Chez les officiels, j'ai 3 officiels qui sont des féminines, et l'idée, c'est aussi d'avoir des encadrants. Ouais. Et avoir des arbitres, des juges qui soient féminines. En tout cas, on encourage vraiment ça. Ouais, tu vois, par rapport à l'histoire que je te racontais tout à l'heure, je pense qu'avoir des juges féminines, ça la rassurerait aussi de certaine manière, la petite Emma. Merci beaucoup, Lionel. Rien à rajouter, Baba? Non, on est bon? Parfait. Ouais, c'était cool. C'était très cool de pouvoir faire tout ce point-là. Merci à vous. Et puis, on s'en refera des régulièrement, voir comment le bébé continue de grandir, Lionel. C'est important. Beaucoup. Il va bientôt arriver à l'adolescence. Meilleure période. Compliqué l'adolescence, toujours. Je parle au papa, là. Bon, pas encore. Voilà, ça arrivera pour toi aussi. Merci beaucoup donc tous les deux pour cette belle émission, et j'espère que vous avez apprécié de faire tout ce point avec Lionel Brézéfin. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin, et à très vite pour un nouveau numéro du Fighter Club. Salut Lionel, salut Baba, ciao à tous. RMC Fighters Club.